Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, notez bien cette date du 16 décembre 2024 à Yaoundé au Cameroun, où le despote Denis Sassou Nguesso risque d'être remercié par ses parrains, donneurs d'ordre de la France-Afrique, pour mauvais gestionnaire. Je le répète, notez bien cette date du 16 décembre 2024, la réunion de la dernière chance pour le despote Denis Sassou Nguesso, mais également pour la France-Afrique. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Cette réunion du 16 décembre 2024 va rester dans les annales de la France-Afrique, en Afrique centrale. Et vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte en tant qu'intellectuel. L'intellectuel informe, sensibilise, conscientise et mobilise les citoyens pour que, enfin, ils puissent prendre leurs responsabilités de peuple. Je le répète, le 16 décembre, notez bien le 16 décembre 2024 à Yaoundé. Sassou Nguesso, après avoir joué au dictateur et surtout à toutes ses vadrouilles, et le jour du premier jugement avec ses parrains, ça sera le 16 décembre 2024, la réunion de la dernière chance pour le despote et aussi pour la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, par ailleurs, je vous informe que la mémoire se construit ou se transmet et l'espoir se donne. Et pour cause, historiquement, en 2016, M. Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances français du gouvernement Cazeneuve sous le quinquennat du président François Hollande, M. Michel Sapin, ministre Big Bozeur de la France-Afrique à l'époque des faits, en 2016, où s'est passée cette réunion de Yaoundé. Et il avait alors tenu ces propos, je cite: « Vos importations du fonds CFA sont mauvaises. Vos importations du fonds CFA sont mauvaises. » Vous le savez que le ministre de l'économie et des finances de la France est le big bozzer de la zone fonds CFA d'Afrique centrale et ou de l'Ouest. C'est-à-dire, quand vous voyez le ministre de l'économie et des finances de la France, il est le big bozzer du fonds CFA en Afrique francophone. Dans le cas de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, regroupant notre pays, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et le Centrafrique, ce sont ces ex-colonies françaises d'Afrique centrale. Or, Guinée équatoriale, qui fut l'unique ex-colonie espagnole d'Afrique, coincée entre le Gabon et le Cameroun.
Et voici ce que Michel Sapin avait alors dit, je le répète, vos importations du franc CFA sont mauvaises. Et Denis Sassou Nguesso était, à l'époque de fait, fiché comme le plus mauvais élève de la zone CEMAC. Et puis, depuis, euh, sa gestion, la gestion de Sassou Nguesso, des importations du franc CFA, ne sont pas améliorées, bien au contraire. Et sa gestion du CFA est très mauvaise et s'est dégradée, puisque le Congo-Brazzaville est en faillite et en cessation de paiement. Et pour info, une réunion d'urgence des chefs d'État de la CEMAC est annoncée à Yaoundé, au Cameroun, le 16 décembre 2024. Ça risque d'être chaud. C'est pourquoi j'ai posé la question suivante. Sassou Nguesso va-t-il encore jouer au dictateur sans argent et sans importation du CFA pour la France-Afrique? C'est tout le questionnement. Pour ce faire, je vais devoir donner quelques éclairages citoyens et intellectuels au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives congolaises et France-Afrique 2024-2025. D'abord, la situation relative à cette réunion qui est déjà là. Donc, je vais vous lire le communiqué qui nous a été balancé par les réseaux de la résistance congolaise au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et après, je ferai les éclairages intellectuels et citoyens terre à terre pour que chacun puisse comprendre la situation, les problématiques, les enjeux et les perspectives relatives à cette réunion de la dernière chance que je vous ai parlé. Lecture de ce communiqué. Réunion d'urgence des chefs d'État de la CEMAC annoncée à Yaoundé le 16 décembre prochain. La situation macroéconomique des 6 pays de la CEMAC est au rouge, avec un surendettement prononcé. Un de ces États, à savoir le Congo-Brazzaville, est en quasi-cessation de paiement. Les fonctionnaires ne sont plus payés régulièrement et accumulent des arriérés de salaire. La Guinée équatoriale est également en pleine récession. Les autres États sont aussi très endettés. Parmi les mesures envisageables, il y a le risque de dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale. Mais la dévaluation n'est pas la seule mesure qui est souvent envisagée en pareille circonstance. Il existe un ensemble d'autres mesures d'austérité dont certaines ont été déjà prises dans les différentes lois des finances des États. Cela est le cas de la diminution ou l'arrêt de la subvention des carburants. Il y a aussi la réduction du train de vie de l'État. Tout cela, c'est pour rendre la dette soutenable afin de continuer à rembourser les créanciers des clubs de Paris et de Londres. L'augmentation de la pression fiscale avec l'élargissement de l'assiette et l'introduction des nouveaux impôts est également un mauvais signe de la santé économique chancelante de la CEMAC, y compris du Cameroun. La réunion de même nature en décembre 2016 à Yaoundé avait déjà permis d'éviter de justesse la dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale comme l'exigeaient les bailleurs de fonds.
si le directeur Afrique du FMI et le ministre des Finances de la France est aussi un plénipotentiaire de la BCE venait à être à Hinton Hotel pendant ce fameux sommet CEMAC, c'est que la dévaluation sera à l'ordre du jour. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez déjà vu vous avez déjà la température ou le décor déjà de ce qui va se passer le 16 décembre 2024, où on peut se dire, est-ce que la France va sauver ses intérêts contre l'Afrique? Est-ce que bon, donc ce qui va arriver. Donc nous allons analyser ça pour que chacun puisse nourrir les débats. Et donc commençons déjà par donner des éclairages citoyens et intellectuels au regard déjà de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives congolaises et France-Afrique. D'abord la situation. De ce que je venais de vous lire. Cette situation de la CEMAC ici posée porte à examiner des éclairages déjà intellectuels relatifs aux problématiques du CFA, du contexte macroéconomique, des enjeux politico-économiques et des perspectives générales dans la zone CEMAC. Explication. D'abord, les problématiques. Notez bien, je vais faire un petit peu bas pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que, voilà, donc, on n'est pas tous des économistes. Moi, je ne suis pas économiste. Voilà, même si j'ai étudié ces choses-là, d'un point de vue tout ce qui sont le droit, l'économie et tout ça. Bon, ici en France, on vend les assurances vie, on a vendu, on a fait beaucoup de... Voilà, donc j'ai fait aussi des études d'économie, des droits et autres dans mon bac plus 5 en environnement, développement durable. Parce qu'on fait du professionnel, donc on voit les cadres juridiques, économiques, donc on apprend tout. Donc, le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Donc on apprend tout. L'intellectuel, celui qui va avoir une culture générale des sciences humaines, aux sciences pures, aux technologies. Donc il faut apprendre tout. Là c'est déjà là dans la tête. C'est-à-dire tu es opérationnel, si un demain en vous, non, mais tu peux être donneur d'ordre, tu peux être parce que tu as déjà tout ça dans la tête. Ok, très bien. Donc apprenez à cultiver. Donc quand je discute de l'économie et autres, parfois les gens croient que je suis économiste. Non. Donc l'économie, bon, on apprend. Donc très bien. Donc j'ai appris beaucoup de l'économie. Et des finances d'ailleurs. Bon, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc nous allons maintenant traiter d'abord les problématiques relatives à la lecture de ce que je venais de vous dire. Bon, les problématiques de la situation macroéconomique de la zone CEMAC est à expliquer à partir du cas de Denis Sassou Nguesso déjà. Il ne faut pas aller chercher compliqué. Denis Sassou Nguesso, on l'a tout dit. Il est l'homme des bords de l'aliment qui n'a laissé que des cadavres de tout âge sur les routes, fleuves Congo et les villes, tout. C'est quelqu'un qui fut placé là par la France-Afrique pour tuer les Congolais, comme on le dit. C'est le Néron tropical, celui-là, ces gens-là qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Dans une nation et société donnée, seront toujours au service du mal, du crime, de la haute trahison, etc. Ça sous syndicat d'école. Bon, on l'appelle El Diablo tout-terrain, Boya Mindele. Ça veut dire les négriers des services, les négros mercenaires des services, etc. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça à la tête d'un État, c'est comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Et donc là, nous avions un poisson qui est pourri pour la tête. C'est un mercenaire qui est contre ce Congo. Parce que le Congo, ou la zone CEMAC et ou l'Afrique francophone, ce sont encore des colonies. Or, les colonies sont faites pour être exploitées. Donc c'est ça. Quand on voit l'histoire des coups d'État, des changements de constitution sont faits, des hold-up électoraux, des assassinats ciblés et ou c'est ça qu'on fait là-bas, c'est l'enfer sur terre pour les Africains francophones au moment que les 11 accords qui sont là signés depuis 1959, 60,
nous attache, donc vous savez que des riches pays d'Afrique francophone sont tous dans la merde. Et donc là, on se demande, voilà. Donc Sassou est là. Donc, imaginez-vous, Sassou Nguesso, la problématique de ce qui se passe là. Sassou Nguesso prend le pouvoir en 1979 à travers un coup d'État politique. Figurez-vous, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, les ressources du Congo, ou les modèles économiques du Congo, des prédécesseurs de Sassou Nguesso, n'étaient que calqués sur le bois. Nous étions un pays producteur de bois, on est toujours un pays producteur de bois, le troisième pays producteur de bois du continent, mais comme Sassou Nguesso est arrivé, c'est maintenant dans l'opacité totale, or que ça comptait dans les écritures des comptes publics, avec l'agriculture et quelques industrialisations qui commençaient. Et les Congolais mangeaient à leur faim. L'éducation était au haut niveau. On nous pensait dire au Congo, au pays, on voit des développements. Malgré qu'on était dans la zone France-Afrique, qu'on ne pouvait pas aller à un niveau donné. Donc on nous maintenait à un niveau là, mais c'était quand même, on avançait. Pas grand-chose parce qu'on a les ressources et autres. Et les comptes de l'État étaient à l'équilibre. On ne connaissait pas la dette. Dès que Sassou Nguesso prend le pouvoir, et c'est là que commencent les ennuis. Et le pétrole coule à flot. Et jusqu'à nos jours, puisque nous sommes le troisième pays ou quatrième pays producteur de pétrole du continent. Jusqu'à nos jours. Et c'est-à-dire le bois, d'autres ressources minières sont maintenant gérées dans l'opacité totale. On ne rentre pas dans les écritures. On ne connaît pas. Mais par contre, le pétrole aussi géré dans l'opacité totale. Mais on sait bien que, bon, il fut monsieur 17%, et après ce qui s'est passé. Et donc là, depuis le coup d'État, il en a bénéficié de la lutte du président Pascal Lissouba qui avait monté le pourcentage de pétrole congolais qui a valu le coup d'État qu'on l'a viré. Mais depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, et jusqu'à nos jours, nous sommes qu'au programme FMI. Nous sommes qu'au programme FMI. Chaque fois FMI, FMI. Et la dette, odieuse et creuse. Il n'y avait pas ça. Donc, il a mené le pétrole pour eux, nous, le FMI et la dette. Et tout ce que vous voyez là. Donc, en 2010, on avait même annulé la dette de Sassou Nguesso. Mais 5 ans après, il était reparti au FMI. On annule sa dette. Il repart au FMI avant 5 ans. Donc c'est un système qui est là et que Sassou Nguesso joue malin avec ça. Donc c'est festige, c'est gris-gris. Donc quand tu es là, tu as les ressources qui sont le pétrole pour eux, les liquidités et tout compagnie pour eux, et le peuple congolais au FMI. Nous sommes au FMI depuis que Sassou, dès que Sassou arrive, il nous amène le FMI. Et depuis FMI et les programmes d'aide au développement de la France-Afrique. Comme l'ont expliqué dans plusieurs vidéos qu'on dit, si vous volez 100 € à quelqu'un et cette personne-là est en difficulté, vous dites je vais vous dépanner de 10 €. Est-ce que c'est de l'aide ou une rétrocession de 10 € sur 100? Donc, mais c'est compliqué. Nous, ça revient à l'aide au développement. L'aide au développement, on fait la chose. L'aide au développement. Donc, vous prenez 100 € à quelqu'un et cette personne est en difficulté et vous venez, non, je vous donne 10 €, c'est une aide. Mais non, c'est une rétrocession. Et donc, beaucoup de choses comme ça. Donc, avec Sassou Nguesso, nous sommes dans la merde. Et donc, là, on s'est questionné, est-ce que peut-il jouer au dictateur sans argent? Certainement, oui, puisque depuis 2016 déjà, le pays est dans les difficultés, mais il est encore là. Sinon, il serait déjà viré. Sassou Nguesso. Il serait déjà viré depuis. Donc, il est là. Donc, ce n'est pas la situation politique, ni économique, sociale, et même nous, on va jusqu'au culturel, qui fera que, nous, on chasse Sassou Nguesso, c'est bien autre chose. Et Sassou l'a très bien compris d'ailleurs. Puisque ce peuple-là, avec des arriérés de pension retraite,
des bourses d'étudiants, des salaires de point pour point, des fonctionnaires et tout, et on serait déjà quand même dans la rue, où il y aurait un coup d'état militaire. Donc ça, il n'y a pas d'incident. Et donc Sassou Nguesso joue là et autres. Mais il y a une limite. On peut tout supporter, mais il y a une limite dans la vie. Et tout ce qui est arrivé, soit de séparation, de conflits et tout ça, il y a une rupture. Et donc la période de rupture va arriver à tout instant. Donc la problématique ici posée pose à examiner le contenu déjà politique de Sassou Nguesso, puisqu'on l'a placé là, c'est l'homme de la dette. Sassou, c'est l'homme de la dette. On l'avait placé là pour la dette. Donc le jeu entre le FMI, le fonds CFA et la France Afrique, on s'est bien connu, c'est bien expliqué de tous les économistes. Je ne viens rien inventer, je lis seulement tout ce que les autres écrivent, j'essaie un peu d'analyser le contenu. Donc la problématique de cette situation du 16 décembre 2024 aura certainement des impacts pour la France et également pour nos peuples congolais. Et si seulement si on dévaluait les fonds CFA. Mais pour Sassou Nguesso, il n'y a pas de problème. Ils ont fait ce jeu-là depuis. Donc, nous, peuples congolais, on ne prend pas nos responsabilités. Alors, analysons maintenant le contexte macroéconomique de la zone CEMAC, par translation de la France et de la France-Afrique. Et donc, le message que je vous ai lu là, déjà, vous montre que nous sommes dans deux mots-clés précités, des mots-clés qui sont déjà là. Quand on a lu le texte que je l'ai lu là, si vous voulez que je puisse les relire, vous pouvez toujours me permettre de vous le relire pour dégager deux mots-clés que vous devez savoir. Il y a le FMI et la BCE, la BCE, la Banque de la Communauté européenne. Voilà. Il y a le FMI et la Banque de l'économie et de la Communauté européenne qui font partie de l'ordre occidental. Vous comprenez ça? Très bien. Donc, je lis encore le texte pour comprendre le contexte. La situation macroéconomique des 6 pays de la CEMAC est au rouge, avec un surendettement prononcé. Un de ces États, à savoir le Congo-Brazzaville, est en quasi-cessation des paiements. Les fonctionnaires ne sont plus payés régulièrement et accumulent des arriérés de salaires. La Guinée équatoriale est également en pleine récession. Les autres États sont aussi très endettés. Parmi les mesures envisageables, il y a le risque de dévaluation du fonds CFA d'Afrique centrale. Mais la dévaluation n'est pas la seule mesure qui est souvent envisagée en pareille circonstance. Il existe un ensemble d'autres mesures d'austérité dans certaines entités prises dans les différentes lois de finances des États. Cela est le cas de la diminution ou l'arrêt de la subvention des carburants. Il y a aussi la réduction du train de vie de l'État. Tout cela, c'est pour rendre la dette soutenable afin de continuer à rembourser les créanciers des clubs de Paris et de Londres. Il y a également la dette intérieure qui est importante. L'augmentation de la pression fiscale avec l'élargissement de l'assiette et l'introduction des nouveaux impôts est également un mauvais signe de la santé économique chancelante de la CEMAC, y compris du Cameroun. La réunion de même nature en décembre 2016 à Yaoundé avait déjà permis d'éviter de justesse la dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale comme l'exigeaient les bailleurs de fonds. Si le directeur du FMI et le ministre de l'économie et des finances de la France est aussi un plénipotentiaire de la BCE, venait à être à Hilton Hotel pendant ce fameux sommet de CEMAC, c'est que la dévaluation sera à l'ordre du jour. Bon, vous avez deux mots-clés là. Hein. Il y a la BCE, disons même trois mots-clés. Il y a le FMI, la BCE et aussi le ministre des Finances de France.
Bon, donc, là, tous ces gens, il y a une complicité. Il y a une complicité dans la situation que je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que, attends, quand on prend déjà le FMI, le FMI, commençons par le FMI. D'abord, oui, le FMI. Le FMI, dans 2 tiers des cas, dans 2 tiers des cas, la situation du Congo-Brazzaville avec le FMI est structurelle. C'est structurel. C'est la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, et les choix économiques, tout. Et dans 1 tiers des cas, bon, peut être conjoncturel. Et donc, Sassou Nguesso est déjà au FMI, c'est la bonnet du FMI qui le mène vers le FMI, après il annule les dettes, c'est un jeu entre eux, il gagne de l'argent avec ça. Donc le FMI, vous savez déjà, quand on parle de FMI, aucun pays au monde ne s'est développé avec le FMI. Et donc, deuxièmement, vous avez la BCE. Vous savez, en 2002, nous avions suivi cette histoire-là, quand il y avait le passage du franc français à l'euro. Et donc, on avait dit comment va devenir l'avenir. C'était chaud en 2002. On dit que le franc CFA sera adossé à l'euro. Le franc CFA adossé à l'euro. Et depuis, quand les importations du franc CFA sont mauvaises, bon, la France tire les sonnettes à ces gestionnaires-là qui sont les Sassou, les Nguesso et autres. Mais également, l'Union européenne, en fait, c'est comme un chemin. Donc, on parle des donneurs d'ordre qui est là, quelque part, ça devient la BCE, l'Union européenne, puisqu'on a adossé l'Union européenne, quand il y a des sujets, parce que quand la France avait dit, jamais le franc CFA avec moi. Bon, on dit sous condition que les importations du franc CFA soient à l'équilibre ou excédentaires. Mais quand c'est déficitaire, ça devient problème. Déjà pour la France elle-même, mais également de la monnaie européenne, la zone euro, puisque le franc CFA est adossé à l'euro. Donc quand il y a les mauvais gestionnaires, donc la France, le ministre des économies et des finances, l'Élysée et autres, subit des pressions de la BCE. Que voilà, votre monnaie là, vous avez dit que vous allez ramener avec nous en 2002, on va continuer avec ça. Votre monnaie coloniale là, bon ben, écoutez, quand ça rapporte, ok. Quand c'est équilibre, ok. Mais quand c'est toujours déficitaire, mais il y a un problème. C'est pour cela que Michel Sapin, en 2016, était venu engueuler les ministres d'économie et des finances de la zone CEMAC, que vos importations du franc CFA sont mauvaises. Bon, qu'est-ce qu'on fait comment? On fait comment? Donc il vient gueuler. Et donc là, qu'on appelle 8 ans plus tard, bon ben là il revient, et donc là il vient encore engueuler, et le nouveau ministre de l'économie dans un gouvernement démissionnaire, je ne sais pas qui sera là-bas, le ministre là, parce qu'il y a un gouvernement démissionnaire là, bon, je ne sais pas, oui, peut-être il y aura un nouvel gouvernement qui va partir là, il va être nommé aujourd'hui, et peut-être le ministre là, dès qu'il prend, il va vite traiter ses dossiers à Yaoundé. Donc vous voyez, la BCE, la Banque de la Communauté Européenne, qui a tous ne sont pas d'accord d'avoir ces CFA. Parce que parmi les pays de la BCE, il y a des ex-pays colonisateurs d'Afrique. Dans l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et autres, ils n'ont plus de monnaie là. Donc la France CFA, voilà, donc les Français, il ne faut pas que ça pèse trop pour voilà, la parité ou je ne sais pas comment, la convertibilité. Donc là, il y a des soucis là. Donc le contexte qui est là est problématique pour la France et c'est sous-préfet. Pourquoi? Parce que le retour de Donald Trump et de tout ce qui s'est passé pendant Donald Trump, le FMI ne va plus jouer ce jeu-là, puisque déjà les équilibres géopolitiques, géostratégiques ont changé. Il y a la Chine, il y a Donald Trump qui ne veut pas jouer ce jeu-là, et donc il y aura beaucoup de... Donc la France, quelque part, sera coincée, parce qu'avant tout, la France avait quelque part la carte verte, ou le visa, ou le veto au FMI, pouvait faire ce qu'elle voulait avec ce jeu-là. Mais là, c'est compliqué. Déjà, pour qu'ils appliquent les mesures du FMI, ça devient des contraintes très, très difficiles pour pour avoir les frais, les crédits du FMI.
Donc là, comment va-t-il faire? Maintenant, les BCE aussi met la pression sur la France. Donc, dans le contexte où la France-Afrique, où la France est en difficulté au niveau macroéconomique, dû déjà à sa dette, il y a un risque d'être dégradé pour la note d'annotation de la France. Parce que c'était AA+, et tout ça, mais ça va se dégrader. Et donc la France risque d'être déclarée en faillite ou beaucoup de choses qui vont se passer. Donc il y a trop de tensions. Puisque, attends, pour la France-Afrique, le CFA, c'est la vache à lait. Quand il y avait des bonnes importations, c'était bien. On en parlait de 400 milliards à 1200 milliards de dollars chaque année qui rentraient dans l'école. Le franc CFA produisait énormément, de 400 milliards à 1200 milliards. Maintenant, depuis là, je ne sais pas, ça a baissé. On en parle plutôt que de 700 milliards de dollars qui rentrent maintenant. Peut-être ça descend même peut-être à 300 milliards. Ce n'est plus rentable, beau vieux temps de la France-Afrique. Donc c'est pourquoi il vient engueuler. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc les risques là, par exemple, si la France continue à jouer avec ça, bon, les pays concurrents de la France, que ce soit dans l'Union européenne, que ce soit les pays émergents autres, et donc non mais attends, vous les pays d'Afrique, barrez-vous de cette monnaie. On vient vous dégrader, on vient vous faire ceci, en plus on vous apporte des sports. C'est ce qui se passe dans les rues. Donc la réunion là est problématique pour la France dans le contexte où elle n'a plus de marge de manœuvre au FMI et qu'il y a des pressions aussi de la BCE. Donc on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Donc pour ma part, la France va jouer stratégie pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, puisque les tensions sont en cours, les peuples là sont en train d'être dégradés et à cause de cette monnaie coloniale et de ces accords-là. Donc on ne sait pas comment va-t-elle gérer cette situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la ZELA, voilà pour le contexte. C'est-à-dire est problématique pour la France pour gérer cette monnaie coloniale où les gouverneurs ou les sous-préfets n'arrivent plus à remplir leur cahier de charges, à respecter leur cahier de charges d'importation du franc CFA, puisque tous ces chamboulent en Afrique, et notamment en Afrique centrale aussi, etc. Les économies sont exemptes parce qu'on n'a pas diversifié les économies. Ils sont que les informations d'importation des francs CFA et autres. Voilà, donc les matières premières sont gérées dans l'opacité totale, on exploite, on gère des colonies. Maintenant là, le monde a changé, va changer et les médias réseaux se sont passés par là. L'Afrique et tout ce monde-là s'éveille que nous, en Afrique centrale ou en Afrique francophone, on travaille pour la France. Parce que si vous gagnez 100 €, on vous pique 80 €. On vous laisse qu'avec 20 €. C'est comment vous allez s'en sortir. Donc pour avoir 100 € la tête, il faudra que la France gagne plus de 4. Donc vous voyez déjà ça. C'est dur, hein, c'est dur. Donc il y a même les mauvaises langues disent que bon, c'est du chose pour nous pour qu'il coule le franc CFA. Et c'est comme ça, la France, on n'aura plus de marge de manœuvre de maintenir les despotes là-bas, puisque les bases militaires vont partir, le franc CFA n'existera plus. Et qu'est-ce qu'il viendra encore faire semer le bazar en Afrique? Donc, vous voyez déjà ça. Voilà. Bon, maintenant, analysons les enjeux politico-économiques de cette situation macroéconomique problématique pour la France-Afrique, et par constellation aussi pour l'Europe, et pour nous aussi. Et donc, tous ces chamboulent. C'est le fait domino. On est bien d'accord. J'en ai sélectionné pour vous 3 enjeux. Le premier enjeu sur toi, pour la France, c'est déjà éviter la dévaluation du franc CFA et qui risque d'avoir une cascade de réactions en chaîne dans les médias, réseaux sociaux et tous les autres. Voilà encore la France néocoloniale et autres. Donc c'est une réunion à risque pour la France. Donc il vient là. Est-ce qu'on va dévaluer et comment maintenir? Si on ne les dévalue pas, quelles sont les solutions alternatives? Puisque la zone CEMAC coule, comme l'est la France. Mais comment on fait comment? Or, ils avaient les leviers comme le FMI ou les clubs de Paris ou Londres qui pouvaient réguler ça, mais jusqu'à combien de temps encore? Où il y a des pressions aussi européennes des concurrents de la France. Donc, le premier enjeu est d'éviter la dévaluation. Et comment va-t-il faire pour éviter ça? Donc, on ne sait pas. Parce que le FMI, la BCE, mettre des rapports de force, de pression sur la France, avec ta monnaie, et etc., avec tes collègues. Donc, c'est quelque chose qui est en train de tirer la France vers la sortie des CFA, et etc., parce que là, ça devient problématique. Bon, le deuxième enjeu sur toi, mais surtout pour la France, c'est rassurer, soi-disant, les bailleurs de fonds. Vous avez vu là, comment on appelle là, ils ont dit,
euh, la réunion de même nature en décembre 2016 à Yaoundé avait déjà permis d'éviter de jeter la dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale comme l'exigeaient les bailleurs de fonds. Et parmi ces bailleurs de fonds, on parle toujours des clubs de Paris et de Londres, etc. Et donc là, cette deuxième, c'est-à-dire pour la France, le ministre de l'économie et des finances, il va peut-être avoir impact avec ses sous-préfets et tout ça pour chercher à rassurer déjà les bailleurs de fonds, que ce soit le club de Paris, les clubs de Londres, les FMI, voilà. Donc tout ça, donc ils vont jouer à ça, mais est-ce que ça va marcher? C'est tous les questionnements. Le troisième enjeu sur trois, mais c'est comment protéger ces pions. Et ces pions-là, beaucoup sont avariés comme les Sassou Nguesso. Et au regard des perspectives déjà des présidentielles au Cameroun en 2025 et des tensions politiques en Afrique de l'Ouest, etc., va se chambouler tout. Donc pour la France, avec Sassou Nguesso et tout ce monde, les mauvaises notes, comment on va faire? Est-ce qu'on va trouver un nouveau gestionnaire qui peut être plus ou moins pas... Voilà. Donc on ne sait pas. Donc c'est la réunion de la dernière chambre pour Sassou Nguesso, pour la France-Afrique et aussi pour la BCE qui joue les FMI aussi. Donc ils gagnent l'argent, énormément d'argent en Afrique centrale. Et donc voilà, donc ce sont des pays pétroliers, forestiers, etc., les minéraux et tout. Donc il faut, voilà, il y a une garantie, ce ne sont pas des pays pauvres. Le Cameroun, ce n'est pas un pays pauvre. Le Congo-Brazzaville, le Gabon et autres, ils sont tous, les Centrafrique, le Tchad, sont des pays très riches. Et donc là, on cherche les moyens comment maintenir l'ordre néocolonial tout en s'adaptant aux enjeux géopolitiques, géostratégiques qui ne cessent de montrer aux yeux du monde que l'Occident, la France-Afrique sont des... Voilà, que vous ne vous en sortirez pas de ce... Voilà, même s'ils jouent le chantage, tout cas que vous allez chez les Chinois ou les Russes ou autres, est-ce qu'ils vont vous aider? Donc c'est le chantage. Alors que nous, les Chinois et les Russes ne sont pas là depuis... l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique, non. Donc c'est vraiment des enjeux, vraiment il faut dire que c'est au niveau là-bas. Puisque ce qui va arriver comme perspective, que je vous ai sélectionné, 5 déjà perspectives, et qui sont déjà là. Déjà la première perspective sur 4, oui, j'ai sélectionné 4 perspectives en fait. La première perspective sur 4 à venir après cette réunion ou pendant cette réunion après, la première perspective sur 4, c'est déjà la situation de la France, la situation économique, au regard des problèmes politiques qui se passent là. Il y a un nouveau gouvernement, il y aura censure, élections anticipées et autres, la notation de la France au niveau des agents de notation et tout ce qui va se passer d'ici le 31 décembre. Un budget 2025 de quoi en France et tout compagnie qui va se passer. Donc il faut suivre la situation politique de la France qui va chambouler toutes les décisions prises là le 16 décembre 2024 à Yaoundé. Donc il faut voir suivre ça et voir tout ce qui peut se chambouler comme une réaction en chaîne et que vous voyez. La deuxième perspective sur 4 que j'ai sélectionnée, c'est la dévaluation. Est-ce qu'il y aura dévaluation ou pas? S'il y a dévaluation, il est certain que la France sera grillée comme un pays néocolonial. Parce qu'il a placé des mauvais gestionnaires là et que tout ce qui se chamboule. Donc là, ça va encore dire que bon, ben, nous, l'Afrique, quand la France est en difficulté, il vient dévaluer pour que nous, on descend jusqu'à combien de temps encore. Et donc là, ça va être mal interprété en Afrique. Et donc, avec tout ce qui va se passer, la France sera de plus en plus grillée avec les CFA. On parlait des bases militaires et où maintenant là le franc CFA, c'est ce qui va monter l'image néocoloniale de la France au monde. Parce que cette dévaluation va faire une réaction en chaîne et autres. Mais s'il n'y a pas de dévaluation, mais quelle alternative trouver? Moi je ne sais pas. C'est entre eux. Puisque les Sassou et les Nguesso, ils sont en tenue condition sous emprise du système. C'est-à-dire les richesses sont volées et gérées dans l'opacité totale et entre eux, et le peuple dans la dette et avec les arriérés des pensions, retraites, bourses et tout, comment vont-ils faire? Je ne sais pas. Et la quatrième et la dernière perspective qui est là, bon, ben, c'est que bon, ben, il risque d'avoir des changements majeurs en Afrique centrale, puisque déjà ça chauffe au Congo, Brazzaville, au Cameroun, et les perspectives du Cameroun en 2025, élection, comment va se passer?
Notez bien que le Cameroun est la première économie de la zone CEMAC, que les médias réseaux sociaux camerounais sont les plus actifs et que tout le monde comprend ça, qu'il y a les billets autres. Donc, il risque d'avoir des chambelans au Cameroun pour les faire domino au Congo et puis au Gabon et autres. Donc, les francs CFA, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez, déjà, ça, c'est problématique. Et enfin, pour terminer, avant de terminer, je vous rappelle que ce n'est pas, ou ce ne sont pas les conditions de vie indignes où, où les Congolais vivent maintenant comme des rats et des cafards que nous allons nous mettre dans la rue. Sinon, ça se serait depuis déjà 2015. Donc, la situation des Sassou Nguesso dégage va dépendre de l'événement qui va se passer à tout instant. Parce que les peuples ont toujours les derniers mots et les derniers jugements. Tout a un début, une fin, un terminus. On ne sait pas l'événement qui peut arriver à tout instant. Puisque, malgré cette réunion d'urgence du 16 décembre 2024, pour sauver le fonds CFA et par consolation la France, par consolation les enjeux européens et tout compagnie. Bon, est-ce que ça va marcher? Donc ça va pas, on ne sait pas. Mais c'est surtout, et Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, il risque d'avoir l'événement qui fera que, voilà, tout ce qui s'est passé en Syrie, comme c'est passé parce que tout est au rouge contre Sassou Nguesso. Même ses propres parrains, donneurs d'enfance Afrique. Ils savent bien qu'avec ce pays-là, même avec les CFA, au regard de la situation macroéconomique de la France, on va avoir que des soucis. Avec ce Sassou Nguesso-là qui joue à ses vadrouilles, qui joue à l'homme de paix ailleurs dans le monde, alors que dans son pays, la population vit l'enfer sur terre et le pays est déclassé aux ténèbres, la population totalement déclassée, beaucoup en exil. Euh, les prisons sont remplies de victimes de Sassou. Et n'oublions pas les assassinats ciblés ou de masse ou indirectement, puisque les conditions de vie sont exécrables. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'hôpital, vous n'avez pas les cadres de vie. Donc on est en Dieu là-bas. Donc voilà la reformulation de la pensée de M. Césaire que j'avais dit, que le malheur de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Contrairement à M. Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Donc j'avais là reformulé. Donc là, il y a des perspectives qui sont là, où il y a des rapports de force qui vont se dessiner entre Européens eux-mêmes, entre l'Europe, la France et les Américains, le Sud global et tout ça. Donc tout le monde, il faut que la situation change de paradigme, qu'on est en train de pousser petit à petit la France vers la sortie néocoloniale, c'est-à-dire se décoloniser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, voici pour vous quelques notions basiques qui sont examinées ici, par exemple, quand on parle de macroéconomie. Macroéconomie, je vais vous donner ça un peu bref pour que vous ayez l'idée. C'est quelque chose qui devait être dans les tableaux de bord. Quand vous êtes président de la République, vous avez ces tableaux de bord-là, avec votre premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, et toutes les administrations correspondantes à tout ce qui touche la macroéconomie. Et donc, quand on parle de macroéconomie, vous devez penser tout de suite aux indicateurs. Indicateurs, comme je suis là, j'ai un tableau de bord, on est président de la République, le premier ministre, on va être là dans tous les gouvernements et tous les pouvoirs du pays. Il y a un tableau de bord chez le président, une salle pour le président, une salle aussi comme ça pour le premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et d'autres ministres. Chacun doit voir là, suivre comme un tableau de bord. On met les indicateurs, ils sont là, on voit là, c'est rouge, ça monte. Donc tout ça, c'est la pensée, les projets, les convictions, les idées, les partenariats, tout ça qui vont monter que ça, voilà. Donc, je vais expliquer ça, les 5 indicateurs que je vous ai sélectionnés. Le premier indicateur sur 5 macroéconomiques, bien sûr, c'est la balance commerciale. Pensez macroéconomie, pensez tout de suite à la balance commerciale. Elle peut être positive ou négative. Si elle est positive, c'est que le pays exporte et crée des richesses. Si elle est négative, c'est que le pays n'importe moins. Donc le taux de croissance est négatif, c'est-à-dire le pays est en récession et ou en régression comme chez nous. Donc pensez balance commerciale, pensez import-export.
Donc, export, on exporte beaucoup, donc ça crée des devises. Et c'est bien pour un pays. Mais quand on exporte moins, on importe, on n'a pas de devises. Et c'est pas bon. Mais, et la balance commerciale, en fait, repose sur la richesse créée ou non. Elle-même est aussi euh, la résultante du niveau d'éducation dans ce pays, de formation professionnelle, des entreprises, bref, de la bonne gouvernance. Donc tout ça, c'est chamboule. Or, chez nous, tout est calculé par le pétrole, notre modèle économique là, la balance commerciale, qui est le pétrole, géré d'ailleurs dans l'opacité totale, où 2 tiers du pétrole est volé, ils n'ont même pas déclaré. Il n'y a qu'un tiers. Et qui fait que nous vivons de ce pétrole-là. Mais les bois, les minéraux, tout ça, ils sont dans l'opacité totale. Les concessions minières, forestières, tout. Donc à la chute des Sassou, c'est vraiment un chamboulement, le marché là-bas. Donc vous imaginez que tout, c'est un pillage qui est systémique. C'est pourquoi on le maintient haut. Donc on a mis un étranger qui est là, qui laisse libre cours aux étrangers de piller notre contrepartie. On le maintient, on lui donne des pseudo-missions de aux commissaires ou aux représentants de l'ONU ou de l'Union africaine en Libye. On lui donne plein, comme ce fut à l'époque en Centrafrique. Et depuis, c'est grillé, c'est bon, il s'est mort là-bas. On l'a trouvé une autre mission en Libye où il finance. Parce que les missions diplomatiques de Sassou, c'est lui-même qui finance. On lui donne, je donne tant d'argent et vous me donnez cette mission-là pour épater les Congolais, qui est l'homme le plus important, alors qu'au pays là-bas, c'est les ténèbres. Donc, pensez indicateur macroéconomique, pensez le premier indicateur sur 5, balance commerciale. Et balance commerciale, ça mesure le niveau de compétitivité d'un pays qui, déjà la matière grise, déjà les entreprises, et point. Donc, il faut en tenir compte. Donc, quand vous allez au Congo à la prestation, tous les ministères qui seront allés, il y aura ces tableaux de bord-là. Chaque ministère doit contribuer à ces tableaux de bord-là. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur doit contribuer. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des petites et moyennes entreprises, ou des énergies, ou de tous les ministères, agriculture, élevage, eau et forêt et autres. Donc tout le monde doit être là dans cette mobilisation-là pour l'activité, pour créer le taux de croissance qui peut être positif quand on crée des richesses. Deuxième indicateur macroéconomique sur 5 que j'ai sélectionné ici, c'est le taux d'investissement. Chez nous, il est au rouge. Le taux d'investissement, quand il est au rouge, je ne sais pas comment un pays peut-il, comme historiquement, des années 2000 à 2015, on disait le taux de croissance au Congo est de 3,5%. Je rigolais parce que regardez les taux d'investissement. Il y a les taux d'investissement public et taux d'investissement privé. Commençons déjà public. Public, l'enjeu des taux d'investissement public, c'est faire de telle sorte que dans ce pays, il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Donc on parle d'infrastructure. Donc il faut vraiment quelque chose de qualité de vie. Nous avions déjà une nature bénie. Si vous mettez dans les villages, vous construisez tous les villages du Congo pour un budget de $1 milliard. Tous les villages du Congo seront bien construits, tout, que les gens passent là-bas, ils vont visiter la nature, chacun va mettre son modèle économique au village des bons moments et régler les problèmes d'humanisme, l'habitat et autres. Et ce sera un pays attractif. Les écoles, les bureaux, les administrations, tout nickel. Et ça attire du monde. Donc là, il faut l'investissement public déjà. Or, l'argent que nous récoltons peu du fonds CFA et de tout ça est déjà pillé et volé. Des faux travaux, des surfacturations et tout compagnie, ils ont tout volé. Ils font des infrastructures de merde. Et qui n'ont même pas une politique d'amortissement ou de maintenance ou d'entretien. Vous construisez une route qui va financer l'entretien de ces routes. Il n'y a pas. Avant tout, nous avions la Régie nationale des travaux publics avant l'arrivée des Sassou Nguesso. Il a tout fracassé. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est un point de vue
politique, c'est qu'on doit que c'est bas. Quand je vois les hommes politiques du Congo, là, de Sassou, là, c'est bas. Donc nous devons avoir des gens bien, qu'on va les former, tout, le management politique, le management patriotique et tout. Donc au niveau du taux d'investissement public, il est en berne rouge. Parce que le pays est en faillite et en cessation. Comment vous allez construire les infrastructures, monnaie, les politiques, et politiques économiques, sociales, culturelles dans un pays en faillite? Ils ont tout volé. Ils ont placé leurs magots dans les paradis fiscaux, dans les biens immobiliers et dans les biens immobiliers et dans les valeurs mobilières, actions, obligations. Ce sont des montages complexes. Et qui pour récupérer ça, il faudra passer des années pour avoir ces magots-là qu'ils ont cachés par-ci par-là. Parce que c'est Mobutu ou Bokassa, depuis, ils sont partis. Les Aïrois n'ont jamais récupéré les Centrafricains. Ce sont des montages complexes. Et donc, il faut se dire qu'au niveau déjà de l'argent volé à nous, il faudra comprendre que 70% de ce magot qui est volé chez nous est aux mains des étrangers. Et les 30% restants sont aux mains du clan et des dignitaires. Vous imaginez, si on en parle que les clans et les dignitaires ont les magots à l'étranger de plus de 15 milliards de dollars. Mais combien de fois ceux qui ont volé 70%? C'est pour cela que Sassou est maintenu par les étrangers, et etc. Et nous, on doit d'abord se désolidariser de ces étrangers et d'abord être avec nous, puisqu'ils viennent donner les informations à Sassou pour qu'il continue, parce que ce sont les étrangers qui s'enrichissent du Congo. Et nous sommes là parce que nous sommes devenus comme un corps sans anticorps. Un corps sans anticorps. Et donc, quand vous avez un corps sans anticorps, voilà, comme une maison sans porte et une fenêtre, vous avez un étranger qui est là, un mercenaire, vous voyez tout. Donc, nous, l'enjeu est de dégager ce mercenaire. Pour que vous allez voir que de toute façon, puisque nous, historiquement, on a eu des vrais patriotes et bien congolais, mais ils ont été tous fracassés par notre naïveté, et la citoyenneté par appartenance, l'opportunisme, et on a placé un étranger qui comprend que je suis en guerre, donc je dois me protéger énormément. Mais nous, le fait d'être chez nous, au lieu de se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous, vous êtes là, on a fracassé, les Souba est passé à la plaque. Et tout comme les prédécesseurs qui voulaient de ce pays, mais on a placé un négro mercenaire qui est là. Il a duré d'abord 42 ans, parce que c'est nous-mêmes, notre responsabilité collective. Donc le taux d'investissement public est rouge parce que nous avions un ennemi, un mauvais gestionnaire, les gens qui sont là, qui ne veulent pas que ce pays, les Congolais, puissent vivre libres, dignes, heureux chez eux. Non. Et donc, d'où la situation actuelle. Le deuxième indicateur sur 5, le taux d'investissement, mais on parle d'investissement public, mais également privé. Il y a deux investissements. Les taux d'investissement, quand on fait au niveau macroéconomique, il y a deux investissements. Investissement public, que je vous ai parlé, nous sommes en cessation de paiement, en faillite et tout compagnie. Donc on a appelé comment on va investir dans ça? Non. Deuxième investissement, c'est privé. Comment aller investir dans un pays où l'on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, où tu restes ton argent est volé? Et que ceux qui rentrent là-bas, il faut passer par des passe-droits et par les pots de vin et autres. Tu arrives à un magot de 1 million de dollars. Et pour commencer à bosser, tu as déjà près de 300 000 dollars qui sont déjà partis. Il te reste 700 000 dollars. Et 700 000 dollars, mais il faut voir avec le non-tout. C'est pour un cas d'école. Donc tu ne peux pas. Les gens fuient. Depuis le coup d'État, beaucoup qui avaient rêvé d'aller investir dans un riche pays où, quand on arrive au Congo-Brazzaville, on dit « Oh, c'est beau, on pourrait vraiment faire des affaires dans ce pays. » Quand ils arrivent là, beaucoup courent à la nage parce qu'on leur a tout pillé, ils sont partis. Parce que tu ne peux pas rentrer dans un pays où l'on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et du business. Donc il faut un cadre, il faut des hommes d'État ou des convictions et tout compagnie qui veulent apporter le but de la condition humaine à leur peuple et existentielle aussi. Et qui, bon, venez payer attractif, venez investir, on fait les... Voilà. Déjà, voilà. Donc, au niveau taux d'investissement au Congo, c'est problématique. C'est un pays à risque. Il ne faut pas. Sauf ces gens de la France-Afrique qui vont là-bas et tout ce qui est le gros, hein, gros bonnet, ils savent que, ah tiens,
bon, qui est gros, venu d'un blanc ou un asiatique, voilà, qui sait que ah, là, le gouvernement chinois ou le gouvernement français est là, il peut influencer l'américain, donc ils ont peur et bon, ils laissent là. Mais quoi qu'ils volent toujours, hein, ils vont les voler. Hein. Le troisième indicateur sur 5, après la balance commerciale et le taux d'investissement, le troisième indicateur sur 5 que j'ai sélectionné, c'est surtout, comment on appelle, les taux de consommation intérieure, c'est-à-dire salaire, pension, retraite. Mais comment vous allez soutenir la consommation intérieure quand vous avez la population ou ceux qui travaillent, les fonctionnaires, les salariés, les bourses, les pensions retraite, tout ça, ils ont des arriérés de 5 mois à de nombreuses années, alors même jusqu'à 8 ans. Vous imaginez? Qu'est-ce qui va, vous avez produit pour consommer quoi? Il faut la consommation intérieure pour soutenir l'activité intérieure. Mais les gens n'ont pas l'argent. Il n'y a que des raquettes, des harcèlements et tout ça, les impôts abusifs, etc. Tout ça. Ça devient hors contrôle. Comment vous allez parler de taux de consommation intérieure? Bien entendu, à un moment donné, bon, on soutenait pour les devises et pour soutenir l'activité. La diaspora envoie certainement parfois l'argent à l'air, mais ça ne suffit pas pour entretenir l'économie d'un pays. C'est du dépanneur, ça. Et donc là même aussi, on envoyait l'argent, c'est pour entretenir la dictature, puisqu'ils ont abandonné le peuple. Et débrouillez-vous avec vos familles qui sont à l'étranger, envoyez l'argent, la diaspora, pour que voilà, on continue à maintenir ça. Donc on envoie l'argent aux familles et pour entretenir la dictature, et l'argent, ils volent et ils les mettent à l'étranger, ou pardon. Donc vous voyez déjà, c'est un non-sens. Le quatrième indicateur sur 5 que j'ai préparé ici, c'est la dette. Oui, nous avions une dette odieuse qui ne nous appartient pas, la dette de Jean-Jacques Bouillard, et de ces gens, comme on dit, que les gens-là devaient être guillotinés. Hein. Ces gens-là, tout ce monde-là, il y a des moments qu'il arrivera. Voilà, donc ce sont des gens vraiment qui ont fait du mal, parce qu'on en a perdu la population, les familles hautes à cause des conditions de vie indignes, parce que c'est eux qui ont volé. La dette. La dette, je vous l'ai dit que la dette a commencé avec Sassou Nguesso. Parce qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Dès que ça soit arrive, c'est la dette. Elle est maintenant odieuse, puisqu'elle ne nous appartient pas. Bon, c'est une dette qu'il faudra négocier, annuler, et où ce sont les hommes et femmes libres et dignes et patriotes qui vont négocier ça. Parce que ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas à nous. Mais on ne va pas dire on ne va pas payer, mais non. On va vous mettre les bâtons. Donc, il faut trouver des stratégies, montrer qu'elle est odieuse. Et autres, il y a eu des dettes odieuses qui ont été annulées. Tapez dette odieuse. Tapez là, je laisse 10 secondes. Tapez dette odieuse. Je laisse 10 secondes. Sur Internet, tapez ça. Vous allez lire ça. Tapez dette odieuse et l'évolution des dettes odieuses. Nous avons cette dette odieuse avec Sassou Nguesso et tout ce clan-là. Est-ce qu'on va la payer? Non. On va faire. Mais il y a aussi la dette creuse ou la dette intérieure. Mais la dette intérieure, c'est ça, des combines entre eux. Il venait venir des gens qui venaient, d'autres ont été escroqués. Et quand vous n'avez pas de soutien des États où vous avez, voilà, par exemple, les hommes d'affaires français qui faisaient faire le marché ou créer leurs affaires au Congo avec Sassou Nguesso, mais ils peuvent intervenir auprès de l'ambassadeur et ou du ministère de l'économie et des finances, de la France-Afrique et tout, pour mettre les pressions que ça se paye. D'abord, les trucs des Français qui travaillent, que vous avez volés. Là, il est obligé de payer parce que sinon, c'est la chute. Donc la dette intérieure ou creuse, il y a des inégalités telles que, et voilà, pour tout Congolais qui a joué ce jeu-là, il n'aura pas. Et surtout si on sait que tu es peut-être opposant ou quel tribu ou autre. Non. Mais pour la dette intérieure, c'est ça, ceux qui ont bénéficié de ça, ce sont des gens qui ont investi là-bas, qui ont perdu peut-être l'argent, mais qui viennent des pays où il y a la force d'intervention. Par exemple, un Français ou un Européen, ça dépend de quel pays, un Chinois, si ça se doit de l'argent, il va mettre les pressions. Il n'y a pas de problème, il a peur. Mais par contre, les Congolais et tous les autres, c'est difficile, hein, c'est difficile. Donc, il y a la dette intérieure aussi. Ce sont leurs propres circuits.
ils volaient l'argent de l'État, ils vont créer une entreprise qui ne marche pas, ils mettent ça sur le dos de l'État. Donc, c'est un circuit. On prend l'argent des caisses de l'État, on crée un truc bidon, on va provoquer une dette intérieure et l'État doit payer. Vous voyez que 80% des dettes creuses ou la dette creuse intérieure, c'est leur circuit. C'est entre eux. C'est entre eux. D'où l'audit de l'État, les États généraux de la nation après sa soumission pour pouvoir clarifier les débats concernant ces problématiques de la dette intérieure. Et donc, vous avez tout compris. Donc, il y a beaucoup de boulot après sa soumission. Enfin, le cinquième et le dernier indicateur, c'est surtout ce que j'appelle ici la monnaie. Hein. Bon, nous sommes là dans la zone franc CFA. Bon, comment vous allez se développer avec monnaie coloniale? Bon, ça c'est, je ne vais pas rentrer dans le débat là. Ça fait couler des larmes, il y a des spécialistes pour ça. Mais le problème de la monnaie du franc CFA, c'est un frein au développement du Congo, de l'Afrique centrale, de l'Afrique francophone exigeant. Donc maintenant, il y a des processus qui sont en cours pour sortir de cette monnaie ou pas, ou comment, voilà. Donc, mais dans tous les cas, il y aura que dévaluation ou évaluation. Ce sera que ça, depuis 1994. Et il va continuer seulement à dévaluer jusqu'à on rentre dans les temps. Et c'est comme ça. Donc on n'y peut rien. Si on ne prend pas notre responsabilité de rapport de force pour que, enfin, la France puisse se décoloniser de l'Afrique, pour qu'on revienne comme les ex-pays colonisateurs d'Afrique. Dans la Grande-Bretagne, les Anglais, les Portugais, les Belges, les Allemands, tout ce monde-là qui n'ont plus de monnaie coloniale en Afrique. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui pose bien des soucis parce que les bases militaires et le franc CFA, ce sont là vraiment les piliers du déclassement de l'Afrique, puisque s'il y a des coups d'État, des assassinats ciblés ou des marches, et de tout ce qui s'est passé, la France mettait ça. Parce que ça va chaler, c'est bien. Maintenant, oh, le monde a changé. Il ne comprend pas ça. Et donc, il y a des rapports de force qui vont arriver, tous ces rapports de force. Et donc là, la France cherche à changer de paradigme. Mais comment va-t-elle changer? Parce que depuis les signaux d'alerte de 2002, pendant l'arrivée de la monnaie européenne, on dit que bon, la France laisse le franc CFA. Mais là, elle n'a pas voulu. Et là, elle continue, donc il va donc nous allons, c'est un suicide collectif en fait, entre la France et ses ex-colonies d'Afrique à cause du franc CFA. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Je pense que ce débat a plu à beaucoup de gens, pour les économistes, les hommes de droit, les intellectuels, autres. Je pense que vous avez quand même une petite dose d'informations que vous pouvez toujours nourrir les débats et pour montrer qu'on est là, on est déjà prêt pour l'après Sassou Nguesso et que tous ces symboles, il va tomber, il doit tomber. Ces jours sont comptés. Et merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.